Bon, on va parler IA, c'est parti. De plus en plus de personnes craignent ce que l'on appelle une bulle spéculative. Alors, est-ce que l'IA est une bulle ? Les investisseurs maintenant s'inquiètent de plus en plus d'une formation, d'une bulle spéculative dans le secteur de l'intelligence artificielle. Bon, vous avez sûrement vu passer ce fameux schéma. On y voit les interactions financières des grands noms de l'IA. OpenAI, Nvidia, xAI, Microsoft. Par exemple, ici, on voit que Nvidia, qui conçoit les cartes graphiques qui permettent aux data centers de faire tourner les IA, a investi 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui, elle, code des IA. Donc, qui a besoin d'acheter des cartes graphiques pour les faire fonctionner. Autrement dit, vous avez Nvidia qui donne des sous à OpenAI pour que OpenAI puisse les rendre à Nvidia. Et toutes les autres flèches de ce schéma témoignent de multiples autres relations financières similaires. Alors forcément, en voyant ça, un système fermé, des gens qui se refilent de l'argent entre eux, comme ça, on a envie de crier bulle spéculative. Ah ouais, t'as envie de créer ça, toi ? Bah ouais, je sais pas, toutes les flèches vont vers Nvidia, là. Ouais, mais enfin, Nvidia design les cartes graphiques qui font tourner les IA, donc c'est normal que la boîte soit au centre. Ouais, mais il y a plein de cercles, alors ça ressemble à des bulles, non ? Ça ressemble à des bulles, super l'analyse, hein. Puis bon, c'est quoi exactement une bulle spéculative ? Ça nous impacte comment, nous et notre économie, notre quotidien ? On en fait quoi de cette info ? C'est vrai qu'en même temps, si on mettait des carrés, ça ferait plus des bulles. Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté, il n'y a pas d'argent magique. C'est qu'à partir du moment où l'État donne 211 milliards d'argent public à des entreprises, elle a quand même vocation à les réguler. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Alors, c'est quoi une bulle spéculative ? Le terme spéculatif signifie dont le prix, c'est-à-dire la valeur de marché, est largement au-dessus de sa valeur réelle. Bon, mais la valeur réelle de quelque chose, c'est quoi ? On n'en sait rien. Les économistes débattent de ce concept depuis toujours. C'est une question à la fois philosophique et très politique. Alors, essayons d'illustrer rapidement un tout petit morceau du problème. Pour les actions des entreprises, on a bien une théorie de la valeur qui fait à peu près consensus. La vraie valeur d'une action devrait correspondre à... la somme des free cash flow futurs actualisés par action, mais c'est évident, non ? Mais par contre, ce genre d'information est tout simplement inconnaissable. Alors, je sais pas si c'est évident pour tout le monde, on va peut-être expliquer un peu. Donc, la somme des free cash flow, ça, on peut simplifier en parlant de somme des bénéfices futurs de l'entreprise. Et puis, c'est par action, donc ça veut dire qu'il faut diviser ces futurs bénéfices par le nombre d'actions de l'entreprise pour avoir la vraie valeur d'une seule action. Donc la vraie valeur d'une action, c'est les bénéfices futurs divisés par le nombre d'actions. Mais on voit bien que c'est assez invérifiable comme théorie, ça. On peut pas connaître les bénéfices futurs d'une entreprise. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Donc il y a autant de vraies valeurs d'une action que de gens à qui poser la question. Et oui, et c'est comme ça tout le temps. Identifier la valeur trop importante d'une chose par rapport à sa valeur réelle, c'est jamais possible. La valeur intrinsèque, la valeur réelle, c'est un concept intéressant à essayer de définir, mais soit il y a débat sur la définition, soit quand il s'agit de faire le calcul, on l'a vu pour les actions, ça bloque. Du coup, on peut rien dire sur les bulles. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas les partages, tout ça, on se retrouve le mois prochain, bisous. Ça va, Marino ? Ouais, je suis un peu émue, c'est la première fois qu'on fait la blague de la fausse fin de vidéo, enfin c'est un peu une étape quoi, c'est un peu important. Ouais, c'est vrai que c'est pas rien. Bon, en vrai, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Ok, on peut pas comparer le prix des choses à leur valeur réelle, mais vous en faites pas, on a d'autres moyens de savoir s'il y a une bulle ou pas. L'indicateur le plus utilisé en bourse, c'est ce qu'on appelle le Price Earning Ratio. Alors, on prend le prix des actions cotées en bourse, donc la valeur de marché des entreprises, et on le divise par, alors non pas les bénéfices futurs inconnus, mais par les bénéfices actuels. Et oui, quelque part, les bénéfices d'aujourd'hui, au moins en tendance, sont sûrement les meilleurs indicateurs des bénéfices de demain. Du coup, valeur de marché divisée par bénéfice, voilà ce que ça donne pour les entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Là où on retrouve les principaux acteurs du boom de l'IA. Bon, ça semble assez clair, l'indicateur est quasiment au plus haut ever. On est plus haut que pendant la spéculation massive des années 20, donc c'est pire que la crise de 29. On est presque rendu aux valorisations extrêmes de la bulle internet des années 2000. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? C'est fou, hein ? Ils voient pas que c'est une bulle, ces génies de la bourse là ? Pourquoi ils continuent à mettre de l'argent dedans ? C'est quoi, Marino ? On devrait monter notre fonds d'investissement. Eh oui. Le truc, c'est qu'évidemment, tous les boursicoteurs, parieurs, investisseurs sont parfaitement au courant de cet indicateur. Ils le surveillent régulièrement. Celui-là et d'autres en fait. Et pourtant, les prix ne redescendent pas. Simplement parce que nos boursicoteurs professionnels préférés sont persuadés que les bénéfices futurs de l'IA seront à la hauteur des attentes et que ça va rapporter des milliards de milliards. I said many years ago, AI is the most profound technology humanity is ever working on. And it has potential for extraordinary benefits. Et puis aussi, très certainement, il y a le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de passer à côté. Tant que les cours de la bourse des grands acteurs de l'IA montent, il y a de l'argent à se faire.
Mais du coup, on peut se demander à quel moment ça pète. À partir de quand les pros de la bourse vont se dire que en fait, l'IA, c'est surcoté et que ça vaut plus le coup d'investir dedans. Eh ben, on peut s'inspirer du passé pour répondre. Par exemple, au moment du krach de 1929, le souci c'était que les acheteurs n'avaient plus l'argent pour investir. Les banquiers avaient décidé d'arrêter de leur prêter. Ok, mais ça fait que déplacer la question, parce que pourquoi ils ont changé d'avis, ces satanés banquiers? L'instant d'avant, ils étaient ok pour prêter, et puis soudainement, c'est fini. Tout d'un coup, là. Pourquoi? Eh ben, on sait pas trop. Mystère. Et puis, une bulle n'éclate pas sans des vendeurs qui paniquent, qui veulent soudainement vendre à n'importe quel prix, même très très bas. Pourquoi ce revirement brutal? L'analyse des bulles précédentes ne donne pas vraiment de réponse claire. Les détails ne sont jamais les mêmes, c'est très contextuel. Par contre, la dimension psychologique revient systématiquement. Au milieu du torrent d'informations à propos de la bulle, c'est soudainement celles qui la critiquent qui sont les plus entendues, et la hype se retourne. Bon, essayons de prendre le problème par un autre bout. Les valorisations boursières sont importantes, ok. Les financiers sont dans le train de la hype, ils pensent que les bénéfices futurs seront sans précédent. Mais du coup, sur quoi est basée cette croyance-là? C'est quoi le business model de l'IA? Et oui, parce que on fabrique des cartes graphiques, on les parque dans des data centers, les USA dépensent bientôt plus de thunes là-dedans que dans la construction de bureaux. Après, il faut les alimenter en électricité, les refroidir, tout ça pour entraîner des IA sur des données volées, sans compter le recours à des travailleurs dans des conditions déplorables pour alimenter la machine. On va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. Mais pour avoir quoi au final? Ça paraît évident. Des chatbots avec qui tu peux papoter comme si c'était des vraies personnes. D'un point de vue innovation, c'est quand même assez ouf. Le test de Turing a volé en éclats, et ça pose plein de questions philosophiques. Monsieur Phi en a beaucoup parlé sur sa chaîne. D'accord, mais donc comment tu gagnes de l'argent avec ça? Eh ben on dirait bien qu'il y a 2 pistes envisagées. La première consiste à rendre les chatbots comme ChatGPT payants via des abonnements ou des publicités. La seconde, c'est de vendre à des entreprises des IA entraînées sur leurs propres données afin de booster la productivité de leurs employés. Aucun des 2 business models qu'on vient de présenter n'a fait ses preuves. Pour la seconde, on a une étude qui montre des petites hausses de productivité dans certaines entreprises suite à l'adoption de l'IA, mais une autre qui dit plutôt l'inverse, donc bon. Disons que c'est assez fragile pour le moment, il n'y a aucune certitude. Pour la partie ChatGPT payant, on sait que les utilisateurs qui ont pris l'abonnement le plus balèze, $200 par mois, coûtent plus cher à OpenAI que ce qu'ils rapportent. Parce qu'ils utilisent le service comme des gros bourrins, en gros. Bon, mais beaucoup de chiffres restent privés. OpenAI, c'est une entreprise non cotée en bourse, donc on est dépendant de ce que son PDG veut bien rendre public. Et c'est pareil pour les nombreuses startups du milieu. En gros, parce qu'on est en plein dans le développement de cette industrie, on manque à la fois de recul, les infos qu'on a sont vite obsolètes, et de données financières. Cela dit, dans son prochain livre à paraître, Lee Nguyen Hoang, aka Science for All sur les internets, développe un raisonnement qui nous a semblé assez pertinent. Lee, qui est chercheur en sécurité de l'IA, rappelle que beaucoup d'entreprises de la tech sont devenues ultra rentables via la fameuse technique du monopole. Or, selon lui, il est bien possible que le marché de l'IA générative ne soit pas adapté à la domination monopolistique. Alors pourquoi ? Parce que, à bien regarder les géants de la tech, il semble qu'on puisse identifier 2 routes vers le monopole. Numéro 1, l'enfermement propriétaire. Le cas classique ici, c'est Microsoft. Impossible de s'en passer parce que toute l'infrastructure logicielle nécessaire à faire quoi que ce soit sur un ordinateur a été créée pour tourner sous Windows. On a construit une ville de logiciels qui communiquent tous entre eux, mais c'est Microsoft qui a créé les fondations. Et elle a bien pris soin de rendre impossible toute modification sans passer par elle. Également, impossible de faire communiquer un logiciel conçu pour Microsoft avec un logiciel qui aurait d'autres fondations. Interopérabilité, impossible. En gros, une fois qu'une entreprise a mis le doigt dans l'engrenage, Microsoft a tout fait pour que sortir de son écosystème nécessite d'investir des sommes faramineuses. On parle d'enfermement propriétaire ou vendor lock-in en anglais. Du coup, est-ce qu'on peut faire ça avec l'IA ? Eh ben, pour Google, Microsoft ou Amazon, la réponse est oui. On pourrait dire que seule l'IA de Google, Gemini, sait parler à Gmail, ou faire une recherche Google, ou que seule l'IA de Microsoft, Copilot, sait aller modifier un document Word ou un PowerPoint. Vous voyez l'idée, chaque IA est intégrée dans un écosystème précis. Mais pour toutes les entreprises d'IA générative qui ne possèdent pas les fondations des villes dans lesquelles le numérique vit, enfermer les utilisateurs va être beaucoup plus compliqué. Votre relation avec ChatGPT, ce n'est finalement qu'une application ou une page web, avec une interaction extrêmement standardisée qu'on retrouve chez tous les chatbots. Du coup, migrer dans ce cas-là, c'est aussi simple que télécharger une autre application, transférer l'historique de conversation et poursuivre la discussion. C'est ce qu'on a observé notamment lors de l'apparition du chatbot chinois DeepSeek ou de Gemini 3. Beaucoup d'utilisateurs ont migré sans problème. Donc pas d'enfermement propriétaire pour les startups de l'IA, sniff. Heureusement, il y a aussi l'option de l'effet de réseau. Ici, on peut citer Uber, Airbnb, Amazon, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. L'idée, c'est d'être l'unique interface qui permet l'accès à un réseau auquel tout le monde veut accéder à cause de sa taille. Prenez YouTube.
Tout le monde consomme de la vidéo sur YouTube parce que tous les créateurs mettent leurs vidéos là. Et l'inverse est vrai aussi, tous les créateurs postent leurs vidéos sur YouTube parce que le public est là. Sauf que les chats GPT, Gemini et autres LLM ne sont pas des plateformes qui connectent les utilisateurs entre eux. Donc pas d'effet de réseau non plus, resniff. Finalement, les startups de l'IA ont-elles besoin de l'émergence d'un monopole et donc de la disparition de toute concurrence pour devenir ultra rentables et justifier les valorisations actuelles ? Bon, on n'en sait rien. Mais si c'est le cas, et quand on regarde les géants de la tech, c'est quand même une technique récurrente, eh bien on dirait que la route pour y arriver n'a rien d'évidente. Du coup, est-ce que les financiers ne sont pas en train de foutre un pognon dingue dans un truc qui ne va pas rapporter assez pour rembourser les investissements ? Eh bah peut-être bien. Si jamais c'est le cas, quand ils s'en rendront compte, ça risque de nous péter à la tronche. Ou alors, ça pourrait se dégonfler lentement façon récession qui dure des plombes comme au Japon à la fin des années 80. Regardez un peu leur bulle de la fin des années 80, là, comparée à la bulle Internet des années 2000 aux États-Unis. Le Nasdaq avait mis 3 ans pour toucher le fond avant de repartir, mais au Japon, les cours de bourse ont mis 22 ans à s'en remettre. Des fois, ça fait paf, et des fois, ça fait un vieux prout. Toujours avoir le cas japonais en tête avant d'investir en bourse. Ouais mais attends, regarde, si on reprend le schéma du début, tu vois comme les entreprises de l'IA s'interconnectent ? Et ça c'est sûrement pour être plus résilientes face à un éventuel retournement de situation, donc pour éviter un crack ou un vieux prout. Ah, le coup de la résilience. Alors, il y a effectivement cette idée qui circule que, par exemple, si à l'époque de la bulle Internet, les différents acteurs avaient tous acheté un petit peu des actions de Amazon, et ouais, Jeff Bezos était déjà là à l'époque, eh bien ils auraient peut-être survécu au crash, porté par le succès d'Amazon. Ils auraient eu les ressources nécessaires pour éviter de fermer boutique. Sauf que, pas du tout. Avec le crash du début des années 2000, les actions Amazon sont passées de 5,50$ à 50 centimes. Elles ont perdu plus de 90% de leur valeur. Ça n'aurait protégé personne à l'époque. Ce que provoque l'interconnexion des entreprises de la tech en ce moment, c'est donc plutôt le risque d'un effet domino. Si un des gros acteurs tombe, fait faillite, il entraînera tous les autres dans sa chute. Et peut-être que c'est l'effet recherché, parce que c'est l'interconnexion qui provoque l'effet too big to fail. Pour que les gouvernements soient obligés d'intervenir en cas de panique financière, il faut qu'un gros morceau de l'économie réelle soit menacé. Plein de PIB en moins, plein d'emplois en moins, l'épargne de plein d'Américains qui s'envolent. En se donnant toute la main, les entreprises de l'IA tentent peut-être d'obtenir la protection tacite du gouvernement américain en devenant too big to fail. Ce qui nous amène à des considérations encore plus concrètes. Quasiment un tiers de la croissance américaine cette année semble venir de la construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des IA. S'il devait y avoir un crack, on voit bien que pas mal de gens seraient en galère aux États-Unis. Mais doit-on s'attendre à pire ? Ça pourrait provoquer une crise économique mondiale ou pas ? Ici encore, malheureusement, c'est impossible de répondre avec certitude. Mais on peut quand même dire des choses intéressantes. Par exemple, la bulle de 2008, la crise des subprimes, on sait qu'elle a fait mal au monde entier. Les économistes l'ont appelée la Grande Récession. Par contre, la bulle Internet, l'économie US est entrée en récession en 2001, mais les autres pays n'ont rien senti. D'où vient la différence et surtout, dans quel cas on serait actuellement avec l'IA ? Bon, on n'a pas le temps de faire une analyse hyper profonde de la crise des subprimes, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne si vous voulez, mais un des nœuds ultra importants, c'est les banques. Les banques sont des acteurs majeurs de l'économie réelle. Elles prêtent aux PME et aux particuliers tout le temps, crédit immobilier, à la consommation, avance de trésorerie. Quand les banques vont mal, l'économie dans son ensemble réagit très mal. C'est systématique. Or, en 2008, grâce à des produits financiers complexes, les banques de plein de pays étaient au cœur de la bulle. Ce sont elles qui avaient tout financé. En revanche, en 2000, non. Les investissements venaient d'ailleurs. Ça, c'est parce que la bulle Internet était concentrée dans le marché des actions américaines. Des startups américaines financées par des actionnaires essentiellement américains ont fait faillite. Les actionnaires ont perdu leur mise, ce qui a quand même fait mal à l'économie américaine, mais les startups n'étaient pas endettées, ou en tout cas pas auprès des banques ou pas massivement. Du coup, pas de transmission aux banques et donc pas de transmission à l'ensemble de l'économie réelle. En revanche, en 2008, la bulle était financée par des crédits immobiliers, donc par les banques, et là, ça a fait mal partout. Mais alors vous allez nous dire, et la crise de 29, c'était une crise boursière ça pourtant ? Personne dit ça, Gilles. Bah si quand même, la crise de 29, là c'est la crise boursière par excellence, non ? Tout le monde s'en souvient. Mais t'as quel âge, Gilles ? Je suis jeune. Bon vas-y, mais c'est bien parce que c'est ta crise préférée. Ok, rapidos. Les actionnaires de l'époque obtenaient du crédit bancaire pour jouer en bourse. Quand ils ont perdu, les banques américaines ont perdu dans la foulée. Banques américaines qui, à l'époque, finançaient en plus de l'économie US, une grande partie du commerce mondial. Du coup, c'est bien l'économie mondiale qui s'est embourbée dans la crise. Là aussi, vidéo dispo sur ma chaîne si vous voulez. Ah, ça va mieux. Ça me fait plaisir de te voir content comme ça. Bon, mais alors, aujourd'hui, elle est financée comment cette frénésie de l'IA ?
Eh ben ça avait l'air clean au début, mais c'est en train de changer. Le boom de l'IA est principalement financé par les géants de la tech que sont les Magnificent Seven. Oh là là, c'est cringe, qui c'est qui a trouvé ce nom? C'est le Chief Investment Strategist de Bank of America. C'est en référence à un western bien ballsy, là, les 7 magnifiques, c'est les cowboys trop balèzes, tu vois. Ça me fait rire. Ok, donc tes 7 cow-boys là, c'est Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. Donc que des énormes boîtes qui ont accumulé des milliards de bénéfices ces dernières années. Et c'est avec ces milliards qu'ils financent l'IA, soit en interne, soit via des startups. Donc, rien à voir avec la dette, rien à voir avec les banques, pas de risque de crise économique mondiale à l'horizon, ouf, tout va bien. Il y a un élément qui inquiète beaucoup aussi, c'est qu'on commence à faire appel au marché du crédit. Beaucoup d'acteurs, et non des moindres, comme Meta par exemple, émettent des obligations, donc font appel au crédit pour financer leurs ambitions considérables, pour créer de nouveaux centres de calcul. Ah, bah mince. Bah ça y est, semblerait que pour financer les investissements, les profits accumulés, soit ils ne suffisent plus, soit ils sont moins utilisés. Donc la dette commence à entrer dans la danse de l'IA. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'infos sur le sujet. D'abord parce que c'est assez récent, mais aussi parce que par rapport à la crise des subprimes par exemple, où la complexité des montages d'endettement se posait là, il faut voir The Big Short, c'est une pépite. Bref, par rapport aux subprimes où c'était compliqué mais semi-public, au moins on pouvait essayer de décoder un peu. Avec l'IA, on dirait bien que ça va être compliqué et privé. Oui, parce que depuis les subprimes, la finance a innové. Aujourd'hui, la mode, c'est le private credit. Alors, on va essayer de faire simple. Les canaux classiques pour emprunter, ce qu'on pourrait qualifier de public credit, c'est soit ce sont les banques qui prêtent, soit ce sont des fonds d'investissement qui prêtent via les marchés financiers. Le private credit, c'est donc emprunter ni auprès d'une banque, ni via les marchés financiers. Dit encore différemment, le private credit, c'est quand les fonds d'investissement prêtent directement à des entreprises. Bon, mais et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change que les banques et les marchés financiers, suite aux nombreuses crises qu'ils ont subies, sont très surveillés et régulés. On leur demande de fournir des données, de respecter certaines règles, certains ratios. On a des agences publiques dont le boulot est de surveiller leur activité comme le lait sur le feu. Mais avec le private credit, on évite tout ça. Du coup, les financiers sont plus libres de faire leur popote. Mais on ne sait pas comment ce qu'ils sont en train de construire peut réagir à une crise. Et connaissant leur palmarès, je pense qu'on peut avoir confiance. Notez que le private credit n'exclut pas les banques. On sait que certaines banques prêtent à des fonds privés qui ensuite prêtent, sans passer par les marchés financiers, à des entreprises. Donc une crise du private credit pourrait tout à fait provoquer une crise bancaire aux États-Unis. Après, comme toutes les grandes banques mondiales font du business aux États-Unis, la contagion peut aller très vite. Et également, puisque le private credit finance désormais une bonne partie de nos économies, une crise du private credit pourrait provoquer une crise économique mondiale. Ça va vous ? Ça va bien? Conclusion. Est-ce qu'on a affaire à une bulle ? Aucune idée. Seul le temps le dira. Ça dépend du business model de l'IA. Est-ce que ça fera suffisamment de milliards de bénéfices ou pas ? Ensuite, est-ce que ça va péter ? Ça peut. Ça peut aussi se dégonfler. Mais dans les deux cas, le risque de crise mondiale est sûrement à rechercher du côté de l'implication des banques. Si on s'en va vers une débâcle et si elles sont prises dedans, ça sent pas bon. Dans tous les cas, l'IA est là pour rester. À la fin du 19e siècle, on a eu la mania des chemins de fer avec des tonnes d'investissements privés. Finalement, la rentabilité n'a jamais été à la hauteur, mais c'est pas pour autant qu'on a mis tous les trains à la casse. Bon, des milliards, pas des milliards, et si on changeait un peu de registre ? À leur époque, les trains n'ont pas rapporté autant que prévu. Mais la technologie était quand même ultra cool et utile. On l'utilise toujours aujourd'hui, et si on est sérieux à propos des enjeux climatiques, on devrait même l'utiliser de plus en plus. Est-ce que c'est la même chose pour l'IA ? Enfin, on est quand même sur une technologie de dingue, les promesses sont incroyables. L'IA pourrait nous libérer du travail. On pourrait devenir une société centrée sur le bonheur. On est peut-être aux portes de la liberté pour tous. Les machines qui nous remplacent pour toutes les tâches chiantes, là, et puis nous, on peut se consacrer à ce qui nous fait vraiment kiffer. Ça peut paraître exagéré, mais regardez ce que nous promet ChatGPT. Nous voulons maximiser le bien et minimiser le mal. Que l'intelligence artificielle générale soit un amplificateur de l'humanité. Amplificateur de l'humanité. Élever l'humanité en augmentant l'abondance, en contribuant à la découverte de nouvelles connaissances scientifiques qui repousseraient les limites du possible. Les limites du possible. Ouais, ça a l'air chouette ça, dis donc, ça me dit bien. On va voir si les promesses sont tenues. Bon, l'IA, c'est un terme qui recoupe plein d'outils différents avec des spécialisations différentes. Vous en croisez tous les jours. Par exemple, les algorithmes de recommandation sur YouTube, Insta ou TikTok, ce sont des IA. Et puis, vous avez aussi des IA plus spécifiques qui gagnent au jeu de Go, comme AlphaGo, ou d'autres qui prédisent la structure 3D d'une protéine à partir de sa séquence d'aminoacides. Ça, c'est AlphaFold. C'est sûr que là, c'est un peu moins utile au quotidien.
En fait, l'IA regroupe tout un tas de technologies différentes qui visent à reproduire l'intelligence humaine. Nous, jusque-là, on a parlé des IA génératives, type ChatGPT et d'autres modèles de langage qu'on appelle LLM, mais pour beaucoup d'experts du sujet, ce sont des continuités, des algorithmes qu'on a vu débarquer un peu partout, notamment dans le monde du travail depuis une dizaine d'années. Donc, l'IA, c'est un terme un peu flou, qui regroupe plein de choses bien différentes. Selon les études, l'angle choisi ou le phénomène que l'on cherche à comprendre, les spécialistes vont devoir définir de quel type d'IA ils parlent. Bon, du coup, une fois qu'on sait de quel type d'IA on parle, on peut effectivement étudier son impact. Déjà sur le monde du travail. On a par exemple l'étude AI and Jobs, A Review of Theory, Estimates and Evidence, qui nous parle de l'effet des derniers outils IA, surtout génératifs, sur plein d'aspects du travail. Un papier bien long, bien nul à lire, mais qui tente de faire un état des connaissances sur le sujet, donc bon... Non, mais attends, faut pas lire tout ça. Je vais demander à l'IA une citation marquante du rapport. C'est rapide. Tu vas voir, c'est bluffant. Je vais déjà envoyer le PDF, donc normalement... Là, ça sonne. Je vais te mettre en parleur. Super réflexe, t'es vraiment un as. Voilà ta citation traduite en français, champion. J'adore, elle m'appelle champion. Le rôle des humains pourrait passer d'un travail réellement augmenté par l'IA à un simple travail de supervision ou de correction des productions de l'IA, voire être totalement remplacé. Dans ce contexte, il serait peut-être plus juste de dire que c'est l'IA qui est augmentée par les humains et non l'inverse. Ah. Mais je reste un champion quand même ? Bien sûr, champion. C'est cool, hein ? Ok. Donc en vrai, ce papier fait la synthèse de plusieurs recherches qui ont étudié les effets de l'IA sur l'emploi. Certains effets à long terme ne sont pas encore très clairs, mais on peut constater, par exemple, qu'aux États-Unis, les boîtes qui font appel à l'IA ont tendance à moins embaucher de juniors. Ça pose le problème de l'accès au marché du travail pour les jeunes. Ou bien encore, selon les domaines et les tâches à accomplir, les humains pourraient avoir un rôle d'assistance à l'IA pour la corriger ou l'ajuster. Donc, contrairement à l'idée reçue selon laquelle les IA pourraient nous remplacer pour des tâches pénibles et peu intéressantes, la réalité serait plutôt que dans certains cas, l'humain viendrait contrôler que l'IA a bien fait son boulot. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on assiste à un changement de ce style. En tout cas, ça me rappelle un film de Renault de 1983. Le robot, marié à l'ordinateur, est devenu un facteur essentiel dans l'amélioration de la qualité et de la fiabilité. Ah bah moi, ça me rappelle une des interviews réalisées en 2025 par l'Observatoire des métiers de la banque. Oh, je l'ai raté celui-là. Et donc on a un agent qui va faire une tâche, qui va passer le résultat au second, qui va ensuite repasser le résultat à un humain qui va vérifier les tâches. Mais l'homme dans tout cela, eh bien il contrôle le travail de son armée de robots. On voit bien que là, au travers du conseiller, avec l'aide du conseiller, l'intelligence artificielle générative va apporter du plus. Donc je crois beaucoup au fait que dans 5 ans, il y aura toujours, puisque ça pourrait être ça la question, des conseillers bancaires. L'évolution sera suffisamment lente pour que nous ayons le temps de réadapter la main-d'œuvre à ce nouveau type d'emploi. Début 1980, le nombre d'employés de Renault était de 100 000. 14 ans plus tard, les effectifs ont été divisés par 2. C'est sans doute pas que les robots, mais bon, les discours sont vachement semblables à 40 ans d'écart. En fait, c'est pas vraiment un hasard, parce que ce que l'IA risque d'apporter à l'organisation du travail n'a absolument rien de nouveau. On connaît déjà très bien. Pour illustrer ça, prenons un artisan qui fabrique une chaise en bois avec une scie et un couteau. On est d'accord que la majorité de la valeur de son travail, c'est sa compétence, savoir fabriquer une chaise. Maintenant, si on décompose son travail en 46 étapes de gestes simples, n'importe qui peut les faire, réalisés par 25 travailleurs et 5 machines, on peut augmenter la production de chaises par travailleur. Par contre, aucun d'entre eux ne sait faire une chaise. Il n'est donc plus réellement question de véritables compétences. La valeur dans cette chaîne de production se situe ailleurs. C'est la décomposition des gestes et le design des machines. Ce type d'organisation du travail est au cœur du taylorisme. Le travail se fait en cadence, avec des process de production quantifiables, des objectifs et des primes de production. La plupart des employés actuels ont des éléments de taylorisation dans leur travail. En 1990, le livreur ou le taxi est un travailleur qui doit avoir des compétences difficiles à acquérir. Il faut connaître les villes, ses routes, ses quartiers, savoir lire une carte. Ne pas disposer de ces connaissances, c'est être moins productif. Il n'est donc pas possible de remplacer un travailleur livreur par un autre non formé sans baisse de productivité. Dans les années 2010, ces métiers ont profondément changé avec l'arrivée de 2 technologies, le GPS et l'ordinateur de poche. Dans un premier temps, ça permet d'abaisser les prix.
Les chauffeurs sont en moyenne plus productifs parce que la technologie agit comme un réhausseur de compétences. Elle bénéficie surtout aux chauffeurs les moins productifs, ceux qui sont moins doués pour planifier leur route ou qui connaissent moins les rues de la ville. Mais justement, il n'y a plus besoin de connaître la ville, plus besoin de travailleurs formés en fait. Le chauffeur de taxi ou le livreur est remplaçable dans l'heure. Alors oui, le livreur de course a été augmenté par le GPS et la plateforme de mise en relation, mais pas son salaire. Comment voulez-vous négocier vos revenus si vous êtes immédiatement remplaçable? Après tout, un travailleur moins qualifié, c'est un travailleur moins payé. Et puis bon, si c'est l'appli qui fait tout, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'automatiser autre chose, genre la conduite par exemple? Il est difficile de connaître exactement l'ampleur des transformations professionnelles que permettront les LLM. Dans un article sur notre média, Arthur Raffier évoquait la situation des doubleurs et doubleuses de jeux vidéo déjà très concrètement menacés par un remplacement de leur voix par des IA. Mais c'est pas le seul secteur menacé. Si on en revient à l'étude de l'IA et à son impact sur le travail, selon le papier, les catégories les plus exposées à l'automatisation sont le management, les boulots administratifs et les métiers du business et de la finance. Et on en revient à notre petit montage vidéo qu'on vous a montré tout à l'heure. Est-ce que ça ressemble pas au métier de la banque tout ça ? La particularité des métiers de la banque, c'est que ce secteur a toujours été très protégé de la concurrence internationale. Parce que les métiers sont difficiles à délocaliser. Il faut du monde dans les agences. Et même s'il y a déjà eu des disruptions, comme on dit là, avec les banques en ligne, qui, pour leurs conseillers, misent plus sur des call centers, il faut quand même que les gens au bout du fil parlent français. Bref, avec ses 370 000 employés en 2025 selon la FBF, le secteur bancaire propose des salaires plutôt élevés qui contribuent assez sensiblement à l'emploi de cadres en dehors des grandes villes. Mais une étude de 2022 a démontré qu'il est possible de trouver des algorithmes d'apprentissage automatique capables de reproduire le comportement des directeurs de banque. Les données utilisées par ces algorithmes combinent des informations financières standards et des informations subjectives dont disposent les directeurs de banque dans le cadre du processus habituel d'examen des demandes de prêt. Bah, ça ressemble quand même pas mal au GPS plus Uber des taxis, ça non ? Plus besoin de savoir comment calculer un intérêt cumulé, plus besoin de connaître le catalogue de produits ou la stratégie globale de la banque. Il suffit de suivre le GPS bancaire qui peut indiquer quoi et comment faire. Le tout sous un contrôle humain bien sûr, mais un seul humain quoi, pas 100 000. Et la même question peut se poser dans de nombreux autres secteurs économiques bien sûr. Des métiers artistiques, de rédaction, de vente, de marketing, de communication, de programmation, etc. Bref, le taylorisme, c'était surtout dans les usines, les centres d'appel et les plateformes type Uber. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, ce modèle peut s'étendre. D'ailleurs, on vous conseille l'excellente vidéo de Corporate sur Blast par le fils de pub et Bolchegeek, qui reviennent sur l'origine du taylorisme et le rôle de l'IA dans le contrôle des travailleurs aujourd'hui, en se basant notamment sur le travail du journaliste Clément Pourret, auteur du livre « Les nouveaux contremaîtres, enquête sur la surveillance au travail à l'heure des IA ». Mais bon, Gilles, je me demande, on serait pas un petit peu trop négatif là? J'ai l'impression qu'on voit le mal partout. C'est vraiment un tropisme français voire européen que de voir a priori la partie sombre de cette révolution. Allez en Afrique, allez en Asie, en fait, les populations sont fascinées, mais en même temps elles sont exaltées à l'idée de pouvoir utiliser cette manne qui va permettre de gagner en productivité. Ah oui, ça doit être ça. On est trop français, on n'aime pas le progrès. Changeons un peu de perspective et allons en Afrique, au hasard à Madagascar, tiens. Hein, qu'est-ce qu'ils en pensent là-bas de ce progrès de fou, là, de ces machines qui travaillent pour nous servir? Tous les jours de la semaine, il se connecte après 16 heures à une plateforme de travail en ligne qui lui fournit des tâches à réaliser. Il faut noter des images, trier des objets, pour entraîner des IA à faire de meilleures suggestions à leurs utilisateurs. On appelle ça de l'annotation de données. Actuellement, je gagne environ 1 € toutes les 3 heures de travail. À Madagascar, il serait près de 100 000 à faire la même chose que David. Des petites mains de l'IA qui entraînent les algorithmes de ChatGPT, Google ou Amazon. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où les 3/4 des 31 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, l'industrie de l'intelligence artificielle a trouvé une main-d'œuvre disponible, qualifiée et surtout très bon marché. Beaucoup travaillent sans contrat, sans statut ni protection sociale et gagnent très peu. Et voilà,
Malgré l'image futuriste et autonome de l'IA, la réalité c'est que cette technologie a besoin d'un travail humain, répétitif et précaire pour s'entraîner et apprendre. En réalité, ce travail invisible n'est pas nouveau et n'est pas propre à l'IA. On en avait déjà entendu parler il y a 10 ans, parfois sous le terme des nettoyeurs du web, pour désigner ces personnes chargées de supprimer des contenus violents ou pornographiques des plateformes comme Facebook, YouTube ou Twitter. Une main-d'œuvre pas chère, délocalisée, et qui n'a aucun soutien psychologique malgré le fait qu'il soit exposé à des contenus choquants. Le problème, alors que pourtant le sujet n'est pas nouveau, c'est qu'il reste trop peu connu. Et aujourd'hui, à mesure que nos technologies ont l'air si autonomes, presque magiques, le risque c'est que ce travail soit toujours plus invisibilisé. Pour son livre Les Nouveaux Contremaîtres, le journaliste Clément Pourret donc a pu aller à Madagascar pour enquêter sur les conditions de travail de ces petites mains de l'IA. Et on y constate toujours que les conditions de travail sont terribles, même lorsque les emplois sont déclarés. Regardez ce que raconte Nati, une malgache qui travaille à temps plein dans la notation de données pour entraîner les IA. Le management nous rappelle qu'on est tous remplaçables. On va tous au travail avec du Doliprane pour lutter contre les migraines. Elle n'a pas le choix, dans un pays qui s'enlise dans la crise de l'emploi, où 75% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, avoir un emploi déclaré est déjà une chance. Parce qu'on parle souvent des risques potentiels des IA dans le futur. Quels métiers seront impactés ou non, dans quelle mesure. Mais aujourd'hui, on peut déjà voir des conséquences néfastes très directes. Du travail précaire dans des pays pauvres, comme on vient de le dire, mais bien sûr aussi le vol de propriété intellectuelle pour entraîner les IA, l'exploitation de nos données personnelles et même la prolifération de contenus poubelles sur Internet. Et oui, ça aussi on commence à avoir des effets concrets, parce que les LLM sont très doués pour interagir de manière crédiblement humaine. Si à la base on pouvait penser que ça alimenterait les réseaux sociaux en facilitant la création de contenu, des études commencent à montrer que, en fait, ça dégrade l'expérience utilisateur. Sur Reddit par exemple, une plateforme avec tout plein de forums où chacun peut échanger ses histoires, ses photos et ses expériences, et la plateforme est polluée par du contenu IA, trop nombreux pour être modéré, qui dégrade l'authenticité recherchée sur le site. Alors bien sûr, la dégradation de l'expérience utilisateur à cause des IA, c'est vrai que, c'est chiant, mais c'est peut-être pas l'enjeu principal. Oui, parce qu'évidemment se pose la question démocratique. Sur sa chaîne, SplinLND, membre du collectif StupMedia et monteur de la vidéo que vous regardez actuellement, abonnez-vous, évoquait les premières études qui semblaient montrer comment des discussions avec des IA modelées par les chercheurs pouvaient être un outil efficace pour faire changer d'avis des personnes jusque-là convaincues par des thèses complotistes. Notamment parce que l'outil peut être programmé pour paraître objectif, compréhensif, non biaisé, et donc plus crédible et facile à écouter qu'un humain. Alors ça, c'est plutôt positif, mais c'est à double tranchant. On a d'autres études qui montrent que les chatbots IA peuvent être efficaces pour faire changer le choix de vote de certains électeurs, en utilisant des arguments et informations qui peuvent être vraies ou fausses. Se pose donc la question de comment est conçue l'IA et qui la contrôle, qui décide du candidat ou des idées qu'elle va défendre. Et comme tout le monde peut créer son IA maison, l'orienter à sa manière, la faire tourner sur ses ordinateurs et l'utiliser pour poster des messages comme un humain, va falloir partir du principe qu'elle va être utilisée de la pire des manières par certains acteurs souhaitant influencer les opinions publiques. Mais on va en rajouter une couche, parce que même si l'enjeu est important, attention à ne pas se focaliser uniquement sur le problème de la production d'informations, car celui de sa diffusion est probablement encore plus important. Certes, l'IA générative bouleverse les internets, car on ne sait plus ce qui est produit par des humains ou non. Mais il ne faut pas oublier que les campagnes de trolls, ou même encore plus anciens, la propagande, n'ont pas attendu les IA génératives pour exister. Le premier tour de l'élection présidentielle roumaine en 2024, qui a finalement été annulé par la Cour constitutionnelle du pays, a été largement influencé par des trolls, peut-être bien russes, via la plateforme TikTok, pour pousser un candidat d'extrême droite pro-russe et authentiquement fasciste. Et ce, sans l'aide de l'IA générative, ou en tout cas, si ça a été utilisé, on n'a pas de preuves pour le moment. SplinLND, encore lui, quel talent décidément, a également sorti une vidéo sur le sujet. Tout ça pour dire que l'enjeu des vraies ou fausses informations n'est pas le seul. Il y a aussi celui de la manière de les rendre visibles. Comprenez, le contrôle des médias ainsi que celui des IA de recommandation des plateformes comme TikTok, YouTube ou Instagram. Ceux qui sont capables de contrôler les informations qu'on vous montre sont capables de vous influencer. Et alors, comment une IA décide-t-elle de faire apparaître du contenu dans votre feed ? Premier problème, propriété privée des géants de la tech, secret des affaires, tout ça, on n'a pas accès à leur fonctionnement. Mais il n'y a pas vraiment de secret quant au fait que ce sont les contenus qui génèrent de l'engagement, c'est-à-dire qui vous maintiennent sur la plateforme, pour vous montrer toujours plus de pubs, qui sont mis en avant. Que ce soit de la bonne vulga économique, des contenus complotistes ou haineux, du moment que ça vous garde sur la plateforme, l'IA s'en moque. Mais c'est pas une fatalité, on peut penser des IA différentes, comme le fait par exemple l'initiative Tournesol, créée par un collectif dont fait partie les
Là, les recommandations viennent des notes attribuées par les utilisateurs et l'algo est en open access pour permettre un contrôle démocratique. Promis, Lay ne nous a pas donné d'argent. Alors si par contre il m'a payé un café. Ah mais j'ai le corruption là. Non, c'est moi qui ai payé le café. Ok, on était à 2 doigts du argent Magic Gate là. Ensuite, il y a évidemment l'enjeu de à qui appartiennent nos canaux d'information, autant les plateformes que les médias. On sait que la pensée d'Elon Musk est largement poussée par son réseau social. Idem pour la pensée de Bolloré via ses différents médias. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Et pour les plateformes, la spécificité, c'est bien la vulnérabilité aux ingérences extérieures via l'inondation de contenu pour manipuler les algorithmes. On l'a vu avec l'exemple des élections roumaines. En fait, la gouvernance des plateformes et des médias, c'est la même problématique. Nos démocraties ne fonctionnent pas sans la diffusion auprès de la population d'une information de qualité. On a donc plusieurs niveaux d'enjeux. Comment distinguer entre une information qualitative ou non? Comment favoriser sa production? Et également, comment assurer sa diffusion? Les IA de recommandation et les LLM nous renvoient à ces enjeux. Mais finalement, c'est pareil pour nos médias. Comment assurer le financement d'informations de qualité et comment faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent y avoir accès? Ces questions méritent leur propre épisode. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, a-t-on affaire à une bulle de l'IA? Seul l'avenir nous le dira. Si cette technologie est très certainement là pour rester, on a vu que le business model n'était pas évident à identifier. Est-ce qu'un éventuel éclatement ou dégonflement pourrait provoquer une crise économique? Aux États-Unis sûrement, dans le monde entier, impossible à dire avec certitude, mais il faut surveiller l'implication des banques. Elles sont très souvent le canal par lequel les crises se propagent. Enfin, les promesses de l'IA. Oui, la technologie est bluffante et incroyable, mais n'oubliez pas tout ce qu'il y a derrière. Promesses de toujours plus de taylorisation, perte de sens du travail, perte de compétences, précarisation des emplois, manipulation d'opinion. En un mot, ce serait bien de très sérieusement s'intéresser à la régulation des IA. Merci à Lé et à Clément pour leur relecture sur cet épisode. N'hésitez pas à les suivre et à aller checker leur travail. Pour plus d'infos sur les IA, vous avez aussi la chaîne de Spleen LND. Merci d'avoir regardé cet épisode, bonne année tout le monde, et on se retrouve le mois prochain. Enfin, tu sais, c'est un mode... y a pas de blague, on a tourné 5 minutes en fait. Enfin, tu sais, un truc un peu méta. Genre, on est en mode bloopers et y a pas de bloopers. Mais c'est quoi un bloopers? Ah, bloopers, c'est les gags de fin, quoi. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est quoi? En fait, c'est normalement quand la vidéo elle finit, il y a un petit écran. Oui, non, mais ça, Ok, je sais. c'est bon. Ça, j'ai compris. C'est ça. J'ai compris. Un bloopers. Comment on dit en français? Un... Bêtisier. Ah oui.